Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice qui est tombé à central qui porte sur l'effet de peau. Ici ce que vous avez c'est un oral de physique 2, donc physique 2 je vous rappelle c'est l'épreuve de centrale durant laquelle vous avez une demi-heure de préparation. C'est pas toujours le cas mais très souvent vous avez soit un programme Python, soit une analyse de documents, soit parfois même des petites vidéos, des choses comme ça pour des problèmes ouverts. Donc en général il y a des supports qui viennent avec l'oral. En général aussi, c'est un type d'oral qui ressemble, je pense, un peu plus à l'écrit dans le sens où il y a pas mal de questions intermédiaires. En tout cas, un peu plus que dans l'épreuve physique 1. Donc voilà, ça c'est pour placer un peu le contexte. Ici, dans ce cas particulier, c'est un oral qui se fait avec un programme Python. Donc regardons rapidement. On vous parle donc d'un conducteur de conductivité électrique gamma qui occupe le demi-espace x égale 0, x supérieur à 0. On se place dans la RQS et on regarde en gros la propagation de l'onde dans le conducteur. Voilà, on a pas mal de... une équation de diffusion ici, on a pas mal de choses. On demande d'interpréter une photo à un moment. Hop. Il y a plusieurs cas de figure et la toute dernière question de ça, c'est une étude informatique. Donc, bon, ça, gardez en tête que c'est le genre de choses que vous devez avoir à préparer en une demi-heure. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est déjà de faire relativement proprement les 1, 2, 3 premières questions selon ce qu'il y a dans ces questions-là. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous mettre à l'aise à l'oral. Si vous arrivez, que vous savez déjà ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, vous êtes mis en confiance, vous savez déjà comment commencer l'oral. Je pense que c'est une bonne chose de vous mettre en confiance, parce que ça peut être un peu stressant les oraux. Donc voilà, comme vous n'êtes pas obligé de rédiger comme à l'écrit, mais au moins que vous ayez une idée claire de comment résoudre les 2 voire 3 premières questions. Pour les autres, vous pouvez regarder rapidement, faire quelques calculs. Vous n'êtes pas obligé de tout détailler, je pense que ça peut être contre-productif d'essayer de tout faire vraiment extrêmement bien. Après, encore une fois, c'est ma méthode, il y a certainement plein d'autres méthodes qui sont bien. Je vous conseille également, pendant ce temps de préparation, de prendre un peu de temps pour regarder le programme informatique. Pourquoi ? Parce que après, vous allez passer à l'oral, vous allez être au tableau, etc. Même si vous avez très bien fait la partie théorique, ça va être plus difficile pour vous de revenir, vous plonger dans le programme, etc. lorsque vous êtes dans votre oral. Donc, je dirais, là, voilà, si j'étais vous, en préparation, je ferais au brouillon, mais plutôt bien clean, les 3 premières questions. Je regarde rapidement la D, la E, les interprétations physiques après pour avoir une idée de quoi dire, et je passe 10 minutes à faire l'étude informatique. C'est ce que je ferais, c'est une méthode, il y a évidemment plein d'autres méthodes, prenez ça si ça vous convient. Ok, donc on y va pour la théorie. Donc là, on nous dit qu'on a un conducteur de conductivité gamma réel qui occupe le demi-espace x supérieur à 0. On se place dans le cadre de la RQS, on nous demande d'abord de rappeler la loi d'Ohm locale et les équations de Maxwell dans la RQS. Quelque chose qui ne doit pas vous poser de problème. La loi d'Ohm locale, c'est G égale gamma E. Alors, si vous êtes à l'oral, c'est bien aussi d'expliquer un peu comment elle se démontre. De manière générale, je vous l'ai déjà dit, à l'oral, il faut essayer vraiment d'étaler un peu votre science dans la limite du raisonnable, de montrer que vous connaissez bien le cours, que vous maîtrisez plein de points, etc. Donc, si on vous demande pas la démonstration, c'est ok, mais vous pouvez très bien dire, voilà la loi d'Ohm locale, c'est G égale gamma E, elle se démontre en utilisant le modèle de Drude. Voilà, juste une petite phrase pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Les équations de Maxwell dans la RQS, qu'est-ce qui change ? Vous voyez, c'est Maxwell ampère. Dans Maxwell ampère, il y a le courant de déplacement. Epsilon 0 dE sur dt, le courant de déplacement. J'oublie un mu0, pardon. Hop. Mu0. Et donc ce truc-là, c'est le courant de déplacement qui est très petit devant le reste du courant, donc on va le négliger. Donc dans Maxwell ampère, ça nous donne ρ de B égale mu0j, mu0 gamma E avec la loi d'Ohm. Ensuite, on nous demande d'établir l'équation différentielle dont est solution le champ électrique E de x de t dans le conducteur, et on vous demande de la mettre sous cette forme-ci. Pour les équations différentielles, c'est toujours la même chose, il y a une histoire de... C'est un peu comme pour l'équation de d'Alembert pour la propagation des ondes électromagnétiques. Il faut utiliser l'analyse vectorielle, donc il y a plusieurs manières de faire. Soit vous l'utilisez en notation Fourier, donc avec K scalaire, K vectoriel, etc. Soit vous utilisez les opérateurs vectoriels tels quels, donc rotationnel de rotationnel, etc. Donc l'idée, toujours la même. Rotationnel de rotationnel, c'est grade de div moins Laplacien vectoriel. Div de E dans le vide, c'est nul.
Donc vous avez rho de E qui est égal à moins Laplacien E dans votre conducteur. Vous avez également rho de E qui est égal à moins dB sur dt, donc ça vous donne que rho de E c'est également moins dt de rho de B, qui vous fait moins dt de mu 0j, qui vous fait moins dt de mu 0 gamma E. Alors oui, ici j'ai utilisé les notations qui sont un peu abrégées, j'ai utilisé des ronds indice T, en fait c'est des ronds sur des ronds T. Voilà, c'est juste pour aller plus vite, c'est une notation que je dis souvent, j'avais pas réalisé. Donc voilà, ça nous fait moins dérivée temporelle de mu 0 gamma E. Donc la même chose, rotationnel de E. Alors si on vous demande l'équation sur B, ça va être la même chose mais sur B. Et ensuite vous utilisez l'une ou l'autre des équations dérivées par rapport au temps. Donc là ça vous donne Laplacien E qui est égal à mu 0 gamma dE sur dt. Voilà, super. Je sais pas pourquoi j'ai écrit que E dépendait que de X, ce qui est pas vrai. Bref, peu importe. Donc c'est ça l'équation. C'est une équation de diffusion. Alors il y a un truc intéressant avec les équations de diffusion. Pourquoi on voit que c'est des équations de diffusion? Un phénomène intéressant, c'est que si je change le temps dans cette équation, vous voyez que ça change mon équation. Donc en fait c'est une équation qui n'est pas réversible par rapport au temps, contrairement à l'équation de propagation des ondes, l'équation de D'Alembert qui a des dérivées secondes par exemple. Donc voilà, c'est une équation de diffusion. Alors quelque chose qui est important dans les équations de diffusion, c'est le coefficient de diffusion, grand D, qui est en mètres carrés seconde moins 1 tout le temps. Ça nous fait penser à évidemment la diffusion thermique, la diffusion de particules également, où votre coefficient de diffusion grand D, c'est lambda sur rho Cp. Vous savez qu'il y a une analogie entre la diffusion thermique et la propagation des champs électriques magnétiques, donc avec l'effet de Paul. Si on veut encore aller un peu plus loin, pour la curiosité, vous voyez en fait que les équations fonctionnent pareil, puisque dans le cas de la diffusion thermique, vous avez la loi de Fourier qui vous dit que JQ c'est moins lambda gradient de la température, et dans le cas de l'électromagnétisme, vous avez J est égal à moins gamma gradient de V, le potentiel. Donc, et vous avez vraiment des analogies très fortes entre la température, le potentiel, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait de la diffusion thermique, on introduit la notion de résistance thermique, parce qu'il y a une vraie analogie entre les équations. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant reprenons, on est à la question C. On vous dit qu'on a une onde plane progressive harmonique qui se propage dans le conducteur selon les x croissants. On vous donne sa représentation complexe. Donc là, on vous met EI, KX moins oméga T. Le K ici, vous voyez, il est souligné, il est complexe. Et on vous demande la relation de dispersion. Bon, bah là c'est toujours la même chose. On utilise avec ça, on sait dériver par rapport au temps, dériver par rapport à l'espace. Donc j'ai la dérivée par rapport au temps de E qui est moins I oméga E. Donc là je souligne à chaque fois parce que je suis en notation complexe. Dérivée seconde par rapport à l'espace. Oui, pardon, j'ai encore utilisé ces notations-là. Ça c'est la dérivée seconde par rapport à l'espace, dérivée première par rapport au temps. Je les utiliserai plus, j'ai le réflexe, mais je sais que c'est pas très bien, ça vous mélange un peu les notations. Moins K carré E, je peux simplifier par E et ça me donne K carré est égal à I oméga sur D. Quelque chose que vous connaissez bien, c'est la même chose que vous obtenez lorsque vous faites les ondes thermiques. Et donc on vous dit de montrer que E égale EX sur delta, EX sur delta moins oméga T avec delta exprimé en fonction des données. Vous voyez qu'ici delta ça va être homogène à une longueur, parce qu'on a X sur delta qui n'a pas de dimension. Et on vous demande de caractériser la forme d'onde obtenue. Donc il faut utiliser évidemment la relation de dispersion, parce que vous aviez déjà une expression pour E. Vous avez déterminé K bar. Donc bah, il faut juste réinjecter K bar dans l'expression que vous avez pour E. K carré c'est I oméga sur D. Il faut trouver la racine de ce complexe. Vous voyez que I, il est là. Donc ça va être du I pi sur 4. Donc racine de 2 sur 2 plus I, racine de 2 sur 2, plus ou moins. Donc K, ça va être racine de oméga sur D, facteur de racine de 2 sur 2, plus ou moins I racine de 2 sur 2. Je remets ça dans l'exponentielle. J'ai l'exponentielle de I racine de oméga sur 2D, X plus ou moins IX, moins I oméga T. Donc vous voyez, je vais avoir une partie, hop, cette partie-là qui va rester ondulatoire, et là vous avez du I carré, hop, et donc ça va aller dans un terme d'amortissement ou d'amplification. Exponentielle de racine de oméga sur 2dx moins oméga t exponentielle de... Donc là j'ai mis moins ou plus parce que vous avez le i carré, donc le plus ou moins devient moins ou plus, le plus devient moins, etc. Et donc là on dit que E ne peut pas diverger,
Et donc ça vous donne que E c'est moins x sur delta, donc c'est un amortissement ici, exponentiel de i x sur delta moins oméga t. Où delta ici c'est racine de 2d sur oméga, et d c'est le coefficient de diffusion. Donc vous voyez qu'en fait, donc ça c'est l'épaisseur de peau, elle dépend de oméga ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi là? Ça veut dire que j'ai mon onde, j'ai un terme de propagation ici, que je reconnais, et là j'ai un terme d'amortissement, donc à partir d'une longueur d'à peu près 3 delta, mon terme en fait va être, va plus exister, va plus pénétrer dans mon métal ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Oui, en plus, donc la notation qu'on utilise en général, c'est K bar est égal à K' plus I K seconde. Vous avez une partie, le K' qui va dans le terme d'onde et le K seconde qui vient dans le terme d'amortissement. Et là ici, ça dépend de oméga, donc vous avez un milieu qui est dispersif. Si on fait l'application numérique avec le cuivre, le mu0 qui est 4π10-7, oméga égale à 2πf, on nous demandait à 50 Hz, on trouve que delta c'est à peu près 10-3 mètres. Donc c'est l'épaisseur de peau ici. Voilà pour l'application numérique. Alors ensuite, on vous met cette petite illustration, on vous dit voilà qu'on peut transporter des signaux haute fréquence, et on vous demande d'expliquer la constitution de ce fil de Litz. Là en gros on a vu que l'épaisseur de peau c'était 1 mm, et donc là on a un fil épais pour que le champ reste bien dans le fil, sinon il va s'échauffer par effet Joule. Bon là je suis allée assez rapidement pour cette interprétation ici, il faut juste expliquer un peu, pas besoin d'en faire trop tôt. Ensuite, la deuxième question, ici on va parler de l'interface vide-conducteur, on va faire des réflexions, et c'est à partir de ça qu'on va raisonner aussi pour le programme Python qu'on vous donne. Ça nous renvoie à un exercice qu'on avait déjà fait, si vous vous souvenez, si vous aviez suivi cette vidéo, c'était l'exercice sur la couche anti-reflet qui était tombée à l'X, où on avait cette notion de j'envoie des ondes électromagnétiques qui se réfléchissent, qui se transmettent sur différentes couches, et on devait déterminer les coefficients de réflexion de transmission. C'est à peu près la même chose, je vous mets le lien juste dans la description. Donc là, voilà, on va étudier cette interface vide-conducteur, c'est un grand classique vraiment. Donc, champ électrique continu, champ magnétique continu, réflexion, transmission ne modifie pas l'état de polarisation de l'onde. Donc on envoie une onde polarisée rectilignement selon UY en incidence normale sur le conducteur, et on demande les coefficients de réflexion, de transmission en amplitude de l'onde. Et on vous demande de faire apparaître le rapport oméga delta sur C dans les expressions de R et T. Là, c'est vraiment un grand classique, c'est toujours la même méthode. Donc déjà, on fait un petit schéma, évidemment. On a l'onde incidente qui ressemble à ça, donc dans le vide, avec oméga égale CK, puisque c'est une onde qui vient du vide. Je l'ai représentée ici. Elle donne lieu à une onde transmise dans le conducteur, et également une onde réfléchie sur la surface du conducteur. Donc ce qu'il faut bien différencier déjà, c'est que la pulsation reste la même, la pulsation reste la même à chaque fois pour une onde. Par contre, ce qui va changer, c'est le K, ce qui va changer avec la relation de dispersion du milieu. Donc selon le milieu dans lequel vous êtes, si vous êtes dans le vide ou dans le métal, vous n'allez pas avoir le même K. Donc là, la méthode c'est toujours la même. J'exprime le champ E transmis, incident, réfléchi, le champ B transmis, incident, réfléchi. Je regarde la continuité du champ E, du champ B, et normalement je trouve ce qu'il me faut. Donc ER, on est dans le vide, donc elle se propage dans l'autre direction, vous voyez, donc c'est Kx plus oméga t. Dans le vide, j'ai oméga égale CK. Et ensuite, dans le conducteur, l'onde transmise, j'ai mis un K' ici, EX sur delta, avec le K' que j'ai exprimé tout à l'heure. Ce que je veux, c'est déterminer les coefficients de réflexion de transmission en amplitude. Faites attention, en fait, vous en avez deux, vous avez l'amplitude et l'intensité. Donc là, quand je suis en amplitude, ça veut dire que E0R, c'est R E0, E0T, c'est T E0. Je les ai mis complexes parce que, par définition, il peut y avoir une phase, donc on est complexe. Dans le cas le plus général possible. Ensuite, voilà, donc ça c'est, j'ai écrit mes champs E, vous voyez, incident, réfléchi, transmis. Je fais pareil avec le champ magnétique. Donc le champ magnétique, j'utilise Maxwell Faraday, qui me dit que ρ de E c'est moins dB sur dt, etc. Donc je trouve que B c'est K vectoriel E sur oméga. Je trouve toujours. Donc B incident, oméga égale CK, donc ça me fait E0 sur C, EJ, oméga T moins KX, UZ. B réfléchi, c'est la même chose, mais faites attention, comme là vous avez votre K, mon K change de direction pour B réfléchi, il va dans le sens ici des X décroissants, donc il faut mettre un moins là. C'est une erreur que vous faites souvent, je vois vraiment souvent ça, vous faites vraiment attention, votre B lorsqu'il est réfléchi, il va prendre un moins à chaque fois. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je l'ai calculé avec
avec l'expression de tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait un produit vectoriel. Voilà, j'ai calculé ça pour finalement calculer. En fait, c'est exactement la même expression. Là, je l'ai juste calculé avec le rotationnel, mais on la trouve exactement pareil. Donc ça me fait B égale moins 1 plus I fois le coefficient de transmission, E0, E moins X sur delta, E moins I oméga T moins KX UZ sur delta W. Donc je trouve l'expression de B ici, j'ai K bar T, ouais, je reconnais bien le K bar ici, E0, E moins X sur delta, EI oméga T moins KX UZ. Donc là j'ai fait un petit excès de zèle, je suis repartie des équations de Maxwell, mais sinon c'est vraiment cette formule-là qu'on utilise. Comme je vous ai dit, une fois qu'on a écrit tous les champs E, tous les champs B, on regarde la continuité. Donc je sais que mon champ E est continu en x égale 0. Alors parfois vous vous souvenez pas très bien de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est continu en x égale 0? C'est-à-dire que E en x égale 0 moins est égal à E en x égale 0 plus. Donc tout ce qui est du côté moins dans le vide est égal à tout ce qui est du côté plus dans le conducteur. Donc ça me donne 1 plus R égale T et K0, 1 moins R égale KT. K0 ici, c'est le K dans le vide. Je travaille à partir de ces équations. K0 en moins R est égal à K1 plus R. R, K plus K0 est égal à K0 moins K. Et j'obtiens que R, c'est K bar plus K0 sur K0 moins K bar. Et T, c'est 2K0 sur K0 moins K bar. Avec K0, c'est le K dans le vide, donc oméga sur C. K bar, c'est 1 sur delta, 1 moins I. C'est des relations que vous devez connaître, enfin vous devez pas les connaître par cœur, mais elles doivent pas vous surprendre, c'est des relations qu'on trouve souvent. Alors parfois à la place d'utiliser le K, on utilise l'indice du milieu, l'indice complexe N. Voilà, ça vous donne le même type de relation. Et encore une fois, je vous ramène à l'exercice qu'on a fait sur la couche anti-reflet où on avait montré justement le même type de relation, mais on avait travaillé sur l'indice. Maintenant, si je regarde dans mon cas particulier, K bar plus K0 c'est oméga sur C plus 1 sur delta 1 moins I. K0 moins K bar c'est oméga sur C moins 1 sur delta 1 moins I. Et ça me donne ces expressions-ci. R est égal à delta oméga sur C plus 1 moins I sur delta oméga sur C moins 1 plus I. Et même chose pour T. Ok, donc ça on a répondu à la question. Ensuite l'autre partie c'est de regarder ce qui se passe lorsque gamma tend vers plus l'infini. Ce qui nous dit que D tend vers 0. Donc si gamma tend vers plus l'infini, D, vous savez c'était 1 sur gamma quelque chose, il tend vers 0 et donc je vois que si D tend vers 0, je vais avoir delta qui tend vers 0. Donc qu'est-ce qui se passe si delta tend vers 0? Là je vais juste avoir du 1 moins I sur moins 1 plus I, ça me fait moins 1, c'est-à-dire que j'ai un coefficient de réflexion qui est purement négatif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon onde, elle est entièrement réfléchie, mais par contre elle change de direction de polarisation. Elle était selon plus UY, elle passe selon moins UY. Pour le coefficient de transmission, c'est plus direct. Je vois que si delta tend vers 0, j'ai directement T qui tend vers 0. C'est rassurant. Encore une fois, je vous ai dit que l'onde, elle était entièrement réfléchie. Il y a un coefficient de réflexion en valeur absolue qui est égal à 1. Donc, il n'y a évidemment pas de transmission. Vous voyez, c'est logique. Donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire que mon onde se réfléchit entièrement sur le conducteur. Voilà, là c'est quelque chose d'assez classique, cette réflexion sur un conducteur. La seule particularité, c'est qu'il y a cette relation de dispersion un peu qui est liée à la diffusion, qui n'est pas toujours celle qu'on a. Voilà, sinon les calculs c'est toujours la même chose. La méthode, j'écris tous les champs, je regarde les relations de continuité et je déduis les coefficients de réflexion de transmission.